Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir nombreux. Et pour ce numéro, j'ai justement le plaisir de recevoir sur mon plateau un des patriarches de questions environnementales en République démocratique du Congo. Il s'agit de monsieur René Ngongo. Bonjour René. Bonjour Alfred. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, vous avez beaucoup de casquettes finalement. Je ne sais pas sous laquelle je dois vous présenter. Je voudrais que vous puissiez vous présenter à mes télés peut-être. Moi, c'est René Ngongo. Je suis rapporteur du Conseil économique et social, mais je suis également environnementaliste, membre de la société civile environnementale et vice-président de l'ONG Océan, Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. Vous êtes parmi les leaders, les personnes qui ont porté ces mouvements de l'environnement dans notre pays. Et aujourd'hui, quand vous voyez la RDC émerger dans cette discipline, ça vous fait quoi? Leader, je ne dirais pas, mais pionnier, oui. On a été parmi les pionniers à poster le mouvement écolo, les mouvements vers un République démocratique du Congo. Et sincèrement, quand je vois la République démocratique du Congo organiser la pré-COP, il y a 15-20 ans, nous étions dans les négociations dans d'autres pays. Et c'était comme si on rêvait, est-ce qu'un jour aussi, on ne peut pas organiser une COP? Et voilà, nous sommes en train d'y arriver parce que bravo à la VPM, à tous les cabinets du ministère, mais aussi à tout le gouvernement qui s'est mobilisé pour la réussite de cette pré-COP. Je pense que là, nous sommes en bonne voie pour organiser la COP. Mais en réalité, c'est aussi un grand plaisir de voir que des thématiques que nous traitions il y a 30 ans, on n'a pas été suivis il y a 30 ans malheureusement, mais c'est plus de 30 ans après qu'on se réveille, on commence à dire, mais tiens, ces gens-là disaient la même chose il y a plus de 30 ans. Et si on avait pris des mesures à ce moment-là, je pense que le monde irait mieux qu'aujourd'hui. Mais il n'est jamais tard. Je suis content que finalement ces thématiques sont connues sur la place publique. Il y a beaucoup d'organisations. Moi, je suis content de voir surtout les mouvements des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes engagés dans l'environnement et je dis, bon, pour nous, la relève est vraiment assurée et c'était ça notre objectif. Nous sommes là, on continue à travailler avec les jeunes et je dois remercier aussi le travail que vous faites à travers votre chaîne pour faire la sensibilisation parce que quand nous on a commencé, il n'y avait pas de chaîne. Nous-mêmes, on était journalistes, on était obligés de passer dans les émissions, de créer des émissions, mais aujourd'hui, vous avez le message et vous le faites si bien que je dois vous dire bravo pour ce travail d'Environ-News et surtout parce que les jeunes qui s'engagent dans ces combats, c'est pour assurer leur avenir. Merci beaucoup pour ces éloges. Donc je peux croire que c'est le couronnement justement de vos efforts aujourd'hui. Oui, je dois dire que c'est le couronnement de nos efforts, même si on regrette que ça arrive tardivement, mais les questions environnementales ne sont pas des questions qu'on traite derrière la parcelle. Tout le monde en parle dans les salons IP, à la cité, dans les quartiers. Tout le monde est conscient parce que nous vivons les phénomènes de changement climatique. Je le dis toujours, le seul langage que l'homme comprend, c'est le fouet. Nous avons tellement traumatisé la nature, l'environnement, et que nous sommes en train de payer les retours. À ce moment-là, on se réveille. J'espère que ça va être vraiment le réveil du géant pour que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour qu'on inverse la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Alors René Ngongo, vous avez pris part justement à ces travaux de la pré-COP de Kinshasa, c'était du 3 au 5 octobre. Comment ou quel est votre jugement en tant qu'expert de ces questions? Les premiers jugements, c'est que je l'ai dit au début, bravo à la RDC. Non seulement nous avons organisé cette pré-COP 27 en prévision de la COP du mois prochain en Égypte, mais nous avons réussi à travers les différents intervenants, que ce soit le gouvernement ou les scientifiques ou la société civile, à hisser la RDC au rang de pays solution. Je crois que le message déjà à l'ouverture et par la vice-première ministre en charge de l'environnement et par le premier ministre était suffisamment clair que
nous avons un rôle important à jouer. Ça a été vraiment quelque chose qui est à Paris. J'ai même rencontré beaucoup d'expatriés, des ambassades qui étaient là. Ils disent, ah, vous avez fait du populisme. Non, nous avons essayé de sensibiliser et de montrer que la RDC fait partie de la solution. La RDC n'est pas problème de changement climatique. La RDC, et toute la campagne l'a bien dit, à travers ses forêts, ses tourbières, à travers les minéraux stratégiques, apporte une partie de la solution. J'ai été aussi frappé lors de cette précope par l'interpellation des jeunes. Vraiment, ces enfants étaient inspirés. Et c'est normal parce que c'est leur avenir qui est hypothéqué. Ouais, donc les jeunes ont encore appelé au monde entier. Et là, je ne sais pas comment on a fait pour avoir les jeunes de toutes les races. Hein. On a vu les jeunes, les Asiatiques, les Africains, les Européens. Je ne sais pas s'ils sont venus d'ailleurs ou c'est des jeunes qui habitent ici, mais nos jeunes nous ont vraiment interpellés. Hein. Ils nous ont interpellés sur la nécessité de poser des actions. C'est vrai qu'il y a eu trop de discours. On est à la COP 27, ça veut dire ça fait 27 COP où les gens ne font que discuter, discuter. On a eu un brin d'espoir en 2015 avec l'accord de Paris, où on a annoncé avec pompe de financement, mais 7 ans qui n'arrive toujours pas. On sent que rien n'arrive. Ouais. Et la VP m'a dit, les forêts du Congo, où nos tourbières ne sont pas des jardins botaniques, que nous allons continuer à observer. C'est vrai, on le dit comme ça, mais s'il n'y a pas de moyens pour aider le Congo d'abord à préserver ses bassins, le Congo va exploiter ses ressources et va être parmi les pollueurs aussi. À ce moment-là, nous allons nous mettre dans la catégorie des pollueurs et commencer à donner l'argent à d'autres pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je crois que ce sont les leçons, mais vous avez suivi les différentes positions. J'ai beaucoup aimé la position de l'Afrique centrale. Hein? Les pays de l'Afrique centrale se sont positionnés. Au Conseil économique, nous avions aussi une forte délégation des autres pays africains. Ça, c'est une première pour l'ICESA, l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, de faire un bloc et pour relayer le message du citoyen africain par rapport au climat. Oui. Donc ça, c'est vraiment des moments forts, sans compter toutes les rencontres des scientifiques, évidemment, au-delà des négociations. Je pense que la pré-COP de Kinshasa aura le mérite de jeter les jalons pour les négociations qui vont avoir lieu d'ici là. Et c'est vrai que quelqu'un l'a dit, il ne faut pas attendre en Égypte pour avancer dans les négociations. C'est des choses qui vont se poursuivre, tirer les alliances à gauche et à droite, pour qu'au fait, lorsqu'on va arriver en Égypte, ça s'agisse de formalités pour concrétiser le travail qui a déjà commencé à Kinshasa. Okay. Donc on peut aujourd'hui penser que les travaux de Kinshasa ont servi de tremplin pour faire entendre la voix de l'Afrique. Les travaux de Kinshasa ont jeté une bonne base en interpellant plus. Je pense qu'on retient beaucoup de cette COP. On a interpellé les G20, tous ces gens, tous ces pays qui polluent et qui, malheureusement, avec la guerre en Ukraine, ont repris les énergies fossiles. Donc, ça a été une façon de les interpeller pour dire vous devez rentrer à vos contributions déterminées au niveau national pour réduire sensiblement les émissions. Mais un message clé de l'Afrique, c'était une bonne part pour l'adaptation. Pourquoi on parle de l'adaptation, cher Alfred? C'est parce que nos communautés sont déjà affectées par les changements climatiques. Regardez, aujourd'hui, nous devions être en pleine saison de pluie. Imaginez ceux qui ont sémé déjà, avec espoir qu'on allait avoir la pluie le 15 septembre. Hein? Nous sommes le 8 octobre déjà, on n'a pas la pluie, donc c'est un travail qui va être repris et ça fait beaucoup d'impact sur la vie sociale, économique des communautés. Oui. Donc chacun de nous, directement ou indirectement, est affecté par les questions du changement climatique, d'où l'intérêt pour cette pré-COP. J'ai senti que, en tout cas, les pays du Sud mettent un accent sur l'adaptation. René Ngongo, lors de son discours, Madame la VPM avait dit « Nous avons besoin d'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain ».
Donc par là, on peut comprendre facilement que la RDC veut se lancer dans une recherche systématique du pain. Oui, je crois que je disais tout à l'heure que nous sommes aussi fragilisés par les manques d'engagement, la réalisation des engagements qui sont pris au niveau international. Ah, il y a beaucoup de promesses et chaque fois, je me rappelle lorsque nous sommes rentrés de Yangambi à marge de cette précope, il était clair qu'avec les données de la Tour Afflix, que la RDC était bien positionnée pour être les premiers poumons de la planète. Et les gens vous disent après et après. Ça veut dire, nous apportons une solution. Oui. Nous sommes en train de résoudre les questions de pollution du monde, mais qu'est-ce que les pays reçoivent en contrepartie? Tout le monde veut qu'on puisse gérer durablement nos forêts. Il y en a qui pensent qu'on peut mettre nos forêts sous cloche, mais les communautés qui vivent là-bas ont besoin non seulement de s'alimenter, mais ont besoin d'énergie. Par manque d'accès à l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les bois, on coupe la forêt, on a les bois énergie, on produit de la braise. Tout ça, c'est des éléments qui augmentent nos émissions de gaz à effet de serre. Mais les 500 millions, par exemple, qui ont été promis lors de la COP 27 et 26 plutôt à Glasgow, c'est déjà du pain. Pourquoi la RDC voulait encore plus du pain que vous en avez? Non, les 500 millions, c'est un montant symbolique. C'est vraiment insignifiant par rapport à ce que la RDC apporte. Okay. Donc, même si on va dans les marchés carbone, les taux qu'on est en train d'utiliser pour la RDC, c'est les plus bas taux au monde. On est à 4 tonnes, à 4 dollars la tonne. Ouais. Ailleurs, c'est dans les 58 et j'apprécie la demande de la RDC pour demander que les taux soient plafonnés à un minimum 100 dollars la tonne. Ouais. Donc, pour faire face à ces défis de changement climatique, la RDC a besoin de moyens. Et on parle du principe pollueur-payeur. C'est comme ça que ces pollueurs-là, on ne leur demande pas de continuer à polluer et pour demander à la RDC de résoudre les problèmes. Non seulement ils doivent baisser leur taux d'émission, mais ils doivent aussi mettre la main dans la poche pour que... parce que, M. Alfred, ces pays-là vont être frappés par les changements climatiques. Vous voyez les États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui avec l'ouragan Ivan qui fait des dégâts. On est déjà à plus de 100 morts et avec des dégâts incommensurables sur le plan économique. Donc, ils sont frappés. Avec la remontée des eaux des mers, il y a beaucoup de pays qui vont disparaître. Donc, ils ont intérêt à accompagner la RDC dans ses efforts de préservation de ces poumons de la planète, de la préservation de ces tourbières et de la bonne gestion de ces minéraux stratégiques. Aujourd'hui, l'Indonésie est parmi les grands pollueurs à cause de l'exploitation des tourbières. Ouais. Si nous aussi nous décidons d'exploiter les tourbières, et il y a beaucoup de potentiel dans ces tourbières, on peut faire une agriculture, bien qu'on n'est pas encore dans l'obligation vraiment d'aller dans ces tourbières. Ouais, parce que nous avons quand même 80 millions de terres arabes. Donc, voilà. Mais si on s'hasarde à faire de l'agriculture, à remonter tout le carbone enfoui, nous allons être parmi les 10 premiers pays pollueurs du monde. Ouais. Donc pour ne pas arriver à ça, et c'est tout à fait normal que la VPM aborde cette question. C'est une question claire qu'il faut des moyens parce que la pauvreté, c'est parmi les causes indirectes de la déforestation. Vous n'allez pas demander aux populations qui n'ont pas d'énergie de ne pas couper du bois. Or, nous avons des potentialités en termes énergétiques, on peut appuyer. Donc, c'est des programmes qui vont non seulement aider à préserver la forêt, mais à lutter contre la pauvreté et amener un développement vert, parce que la RDC peut devenir champion d'économie verte. Et pour faire de l'économie verte, de manière à baisser notre impact environnemental, on a besoin de moyens. Mais aujourd'hui, justement, le chef de l'État, lors de son passage à la tribune des Nations Unies, il a évoqué cette question de revoir les coûts de la tonne de carbone à 100 $. Ouais. La VPM est revenue aussi sur cette donne. Mais est-ce que ça suffit seulement de rappeler à la communauté internationale qu'il faut ramener ces coûts à 100 $, ou bien il y a quelque chose que la RDC doit faire pour faire valoir cela? Je pense que la RDC a commencé une bonne diplomatie verte.
D'abord, le fait que les chefs d'État soient présents lors de ces grandes décisions, c'est une avancée incroyable. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on arrive à organiser la pré-COP. C'est que la RDC est en train petit à petit de récupérer son leadership dans les bassins du Congo. Donc, c'est bien de récupérer ce leadership, mais il faut que nous puissions avoir des négociateurs de bon niveau. Parce qu'on ne négocie pas seulement pendant la COP ou la pré-COP. C'est des choses qui se font au quotidien et la politique de la chaise vide n'a pas été à l'avantage de notre pays. Alors, il faudrait que, et là je pense que la BPM a compris l'enjeu, mettre à profit nos scientifiques. Parce que si nous devons nous baser sur les recherches d'ailleurs, nous allons être encore une fois fragilisés. Et nous avons des capacités. Je pense que vous avez participé à la rencontre des chercheurs. À Yangambi, c'était clair que nous avons des têtes bien faites et bien pensantes en République démocratique du Congo. L'INIKIN a organisé une rencontre où on a vu cette volonté de créer même un centre stratégique pour le climat et l'environnement. Donc, il faudrait associer nos scientifiques dans des publications, dans les revues de renommée. C'est à ce moment-là qu'on va attirer l'intérêt sur la République démocratique du Congo. Évidemment, la politique doit accompagner la science. Regardez quel est le budget qui est accordé à la recherche scientifique. Donc, il faudrait vraiment mettre suffisamment de moyens pour que nous puissions, à l'instar de la tour qui est à Yangambi, ça se fait avec l'appui des partenaires, mais les pays peuvent mettre des moyens pour avoir la même tour en Équateur, une tour dans les Bandundu et pourquoi pas dans les Nord Katanga pour voir un peu la contribution des forêts de Miombo. Si on a ce genre de données, je crois que ça va encore nous positionner davantage comme pays solution. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui doivent jouer. La gouvernance, parce que ça aussi, nous devons améliorer la gouvernance, surtout dans la gestion des ressources forestières. Il y a des défis qui sont encore là. La question des moratoires n'est pas encore bien réglée. La question des titres qui ont été attribués en violation du moratoire. Nous devons améliorer notre politique, nous devons avoir une politique forestière, on ne l'a pas encore, mais aussi améliorer notre code forestier et peut-être avoir un code sur le climat. Donc ce sont ces outils-là qui vont nous positionner d'abord au niveau régional, dans les structures de la Comifac, mais au niveau international. Évidemment, nous devons faire bloc avec les autres pays tropicaux, notamment l'Indonésie, le Brésil, et ensemble, on peut vraiment drainer des financements. Si le Brésil, pendant longtemps, a drainé des financements, pourquoi pas la RDC? Mais malheureusement, on a l'impression que le monde se mobilise lorsqu'on commence à détruire les forêts. Le Brésil a vraiment déforesté et ça a alerté le monde. À ce moment-là, on a commencé. Et la RDC essaie de montrer des signaux pour dire, voilà, on ne reçoit rien. Nous, on est dans le besoin d'avoir un budget au-delà de 100 milliards. Nous avons la possibilité d'aller vers le pétrole. C'est normal, mais il faudrait que toutes ces promesses faites depuis plusieurs années se concrétisent. Je l'ai dit à certains ministres de l'environnement avec lesquels on a échangé. Si dans les 2 ans, les pays ne sentent pas qu'il y a des efforts, il ne faudrait plus venir empêcher les pays d'exploiter le pétrole, malheureusement dans des zones très critiques. Mais là, on peut dire que c'est vraiment des bonnes guerres parce que c'est une sorte de menace. Voilà, si vous ne faites pas ça, nous allons exploiter. Mais bon. C'est des bonnes guerres, c'est des stratégies de négociation, mais on ne peut pas non plus interdire à un pays d'exploiter ses ressources. Mais tout ce que nous, on a toujours demandé, c'est que lorsqu'on exploite nos ressources, qu'on tienne compte des questions environnementales. C'est pour avoir ignoré cette donne environnementale qu'aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences. Et moi, je le dis toujours, les forêts que nous avons au Congo sont utiles d'abord pour nous-mêmes Congolais. C'est vrai que ça joue un rôle au niveau international, mais c'est à notre avantage. Il y a des pays qui ont détruit leurs forêts, qui commencent à vivre des conditions. Mais je vous dis, si nous maintenons nos forêts dans l'état, demain, les visas les plus chers, ce sera les visas de la RDC. Parce que les gens voudront aller dans ces forêts pour respirer l'air frais. L'écotourisme pourra booster l'économie de ces pays. On n'aura même pas besoin d'aller creuser
nos sous-sols pour chercher du pétrole ou des minéraux. Ah, mais ça, c'est vrai, mais je me souviens qu'il y a peut-être 10-15 ans avant, ces langages n'étaient pas portés par les acteurs comme vous. Mais qu'est-ce qui a changé dans tout ça aujourd'hui? Non, il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas aller demander à une communauté qui n'a pas d'énergie de ne pas utiliser le bois pour la cuisson. Donc il faut qu'il y ait des solutions alternatives. Et je crois que c'est un langage qu'on a toujours porté depuis toujours, qu'il faut des solutions alternatives. On a vu des programmes Red Plus et autres, Fonared qui se mettent. Qui aujourd'hui sont considérés comme un échec. C'est vraiment un échec, c'est pas à cacher parce que le taux de déforestation n'a pas diminué ou n'a pas été stabilisé. Donc c'est des choses qu'on doit revoir. Pourquoi est-ce que il faut qu'il y ait l'autocritique pour voir pourquoi est-ce que ces programmes n'ont pas réussi. Bon, moi j'ai déjà fait quelques analyses là-dessus. Je pense que c'est des programmes qui ont perdu beaucoup de temps dans les réunions, dans les ateliers, avec beaucoup de consultance. Pour le moment, on a besoin que cet argent, en tout cas, arrive sur le terrain. Donc, il y a eu des tentatives, mais des tentatives qui n'ont pas donné des résultats attendus. Il faut absolument des alternatives. Parce que pour passer de l'économie brune comme maintenant à l'économie verte, il y a un coût. Il y a un coût à payer. Il faut des études d'impact environnemental, il faut tenir compte de la donne environnementale et nous devons évoluer vers des secteurs porteurs. Éviter par exemple les hydrocarbures. Nous avons encore chez nous la possibilité d'exploiter les énergies vertes. Demain, on ne le dit pas, monsieur le journaliste, assez, on ne le dit pas assez, les voitures à essence, à mazout, vont disparaître dans la circulation. Les véhicules électriques voilà vont pourquoi la remplacer. RDC veut déjà exploiter son pétrole, comme ça, même si ça disparaît, bon, on aura déjà tiré profit. Le problème, c'est que si nous commençons les processus, le temps d'extraire ce pétrole, il n'y aura pas de véhicules à mazout. Mais Il y aura des bateaux, c'est vrai, mais il y a des grands producteurs. Nous allons venir comme des petits poussins dans un grand marché où nous serons avalés. Mais pourquoi aller vers une solution qui pose problème pendant que nous avons la meilleure solution? C'est notre lithium, c'est notre cobalt, c'est notre manganèse. Non, mais à ce sujet-là, l'État essaie d'attaquer sur les deux fronts, c'est-à-dire exploiter les carburants et aussi se lancer dans l'exploitation des minéraux. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps que Madame la VPM l'a dit lors d'un entretien sur la radio Capi, les minéraux de la RDC devront être exploités ici et transformés ici. Donc, non, ça c'est quelque chose que nous saluons. Il faut pas qu'en plus on vienne prendre des matières brutes et qu'on vienne nous revendre les batteries ici. Nous pouvons, je pense que c'est possible de produire les batteries nous-mêmes, mais en même temps, nous n'allons pas nous disperser. Nous allons nous disperser dans les énergies fossiles pendant que nous avons la solution appropriée. Mais dès lors que ça peut nous rapporter des milliards. C'est difficile. Sur le plan théorique, oui, on peut penser à ça. Mais vous savez comment ça se passe. Pour prendre ce pétrole, ce sont les majors, comme on les appelle, les types Total, British Petroleum, tous les grands qui sont dans le pétrole, et ils peuvent venir. Mais avec la pression de l'opinion publique par les environnementalistes, c'est rare. Je ne pense même pas que les grands comme le Total peuvent venir s'aventurer dans les appels d'offres actuels. C'est comme ça qu'on a intérêt à ne pas persévérer dans cette voie de confrontation, parce que c'est un pétrole qui sera blacklisté. On n'est pas à notre première expérience, je vous rappelle. Soko avait obtenu un bloc pétrolier qui est toujours, il n'a jamais perdu son titre, il a son bloc dans le parc de Virunga. Mais pourquoi il n'exploite pas? C'est parce qu'au niveau international, ce pétrole va être blacklisté. Ils ne vont pas mettre des millions dans l'exploitation de pétrole et ne pas avoir de débouchés. Parce qu'ailleurs, l'opinion publique compte. Et je pense que chez nous, de plus en plus, l'opinion publique, les dirigeants actuels qui sont redevables vers la population, tiennent compte de l'opinion publique. Donc là, des pays qui poussent pour qu'on n'aille pas... Là, je dois aussi clarifier que la tendance n'est pas à interdire le pétrole au Congo. La preuve, on est en train d'exploiter à Mwanda. Mais il y a des zones, je crois que sur les 27 blocs, il y a 9 blocs qui posent problème.
La question que nous posons... John Kerry a demandé à ce que ces 9 blocs soient extraits de la liste, ce que le gouvernement n'a pas accepté. Évidemment, le gouvernement est dans sa position de souveraineté. Pensez-vous que cela aura une conséquence quelque part? Non, je ne pense pas, mais le problème c'est que si nous entêtons, il n'y a pas une grande société qui viendra chercher le pétrole dans ces blocs. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des intermédiaires qui vont venir prendre les blocs, ils vont essayer de les vendre sur le marché, et puis ceux qui viendront exploiter n'auront pas suffisamment de moyens pour mettre en œuvre les mesures environnementales pour lesquelles le gouvernement donne des assurances. Ce n'est pas le gouvernement qui va mettre de l'argent, ce sont les entreprises qui doivent respecter les normes environnementales. Et si on n'a pas de grandes entreprises, je ne fais pas les publicités comme Total, British Petroleum, qui dans leur politique mettent déjà en œuvre la question environnementale, nous allons avoir, je m'excuse de le dire, les Chinois, les Malaisiens, les Russes, ils vont venir et à la fin, c'est encore la communauté qui va payer le prix énorme de cette exploitation du pétrole sans tenir compte de l'environnement. Mais le gouvernement dit qu'il va mettre en place des mécanismes pour contrôler régulièrement les impacts. Qu'est-ce qui se passe à Mwanda aujourd'hui? Les mécanismes sont là. Mais regardez l'impact du pétrole avec les torchades et tout ça. La cité de Mwanda, sur le plan environnemental, n'est pas agréable à vivre par rapport à d'autres cités où il n'y a pas de pétrole. Alors imaginez si on doit le faire dans des zones qui sont à côté des tourbières. Donc non seulement on va avoir du pétrole, mais on va émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Et nous risquons, le monde planétaire est devenu un grand village. Il suffit qu'on décide de blacklister les pétroles. On l'a vu une fois, on a boycotté les coltans du Kivu, en disant que c'est les coltans du sang. Et personne n'a acheté ces coltans. Donc c'est facile qu'il y ait des campagnes. Et je pense que pour éviter ça, notre position comme environnementaliste, c'est de dire pas de pétrole dans les zones sensibles. Améliorons la gestion de cette ressource dans des zones, mais focalisons-nous davantage sur les futurs. Et les futurs, c'est quoi? C'est notre lithium, c'est notre manganèse. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de récupérer la place de l'Arabie Saoudite, des autres tels que les Émirats, ainsi de suite, parce que la solution, c'est en République démocratique du Congo. Donc si je peux vous paraphraser, vous ne souhaitez pas que l'État congolais engage un bras de fer avec la communauté internationale sur la question d'exploitation du pétrole? Ça sera, nous serons perdants. Nous serons perdants parce que le pétrole, on peut le trouver ailleurs, en dehors de la République démocratique du Congo. Mais le lithium, on a besoin de la République démocratique du Congo. Et il faut profiter du moment parce que plus tard, avec la science, on peut substituer le lithium par d'autres. Donc si nous engageons les bras de fer, ils vont travailler sur d'autres ressources que nous n'avons pas, même si c'est rare de penser à des ressources qu'on ne trouve pas au Congo parce que apparemment tous les tableaux de Mendeleïev, ils parlent de la République démocratique du Congo. Donc nous devons capitaliser. C'est normal que dans les négociations, qu'il y ait des hauts et des bas, mais maintenir la confrontation ne va pas payer. Et j'ai rappelé le cas de Soko. Nous nous sommes investis, on a refusé de retirer le titre à Soko. Soko a gardé son titre, mais la pression internationale a fait que Soko n'est pas en mesure d'aller exploiter dans un site du patrimoine mondial. Mais pourtant, l'Ouganda exploite juste à côté, c'est toujours dans les Virunga. Pourquoi ça pose pas de problème? D'abord, ce n'est pas un site du patrimoine mondial. Et ensuite, l'Ouganda aujourd'hui, si vous voyez les impacts de ce pétrole dans les parcs et pour la communauté, le prix à payer est très énorme. Très énorme. Qu'est-ce que les pays gagnent? Par rapport à ce que les pays gagnent sur le plan économique et ce qui est engendré comme dégâts sur le plan environnemental, la différence est énorme parce que s'il faut réhabiliter cet environnement détruit, tout l'argent du pétrole va y passer. Ah voilà, pays solution. C'est quoi la perception que vous avez de ce concept? RDC pays solution. La RDC, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. J'ai parlé tout à l'heure des minerais stratégiques que nous avons. Si nous nous focalisons vers
Je n'ai pas entendu beaucoup d'appels d'offres pour le lithium. Donc il faudrait qu'on commence à lancer des appels d'offres au lieu de faire du gré à gré. Comme ça, toutes ces entreprises qui sont dans les voitures électriques vont venir chercher la réponse ici. Et à ce moment-là, je vois la RDC produire les mêmes batteries. Pourquoi pas les véhicules? Il y a pas... Nos aînés nous disent qu'on produisait les VW ici à Kinshasa. Pourquoi ne pas produire ici à Kinshasa les voitures les Tesla, électriques par exemple, les autres pays voisins, je n'aimerais pas les citer, commencent à le faire. Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Ça, c'est la solution par rapport aux minerais stratégiques. Mais nos forêts sont en train, il est clair que nos forêts apportent un taux de séquestration très élevé de carbone. Donc là aussi, nous sommes premiers poumons de la planète, mais nous avons nos tourbières qui jouent un rôle. Et ensuite, nous avons un potentiel touristique énorme, malheureusement qui n'est pas capitalisé à cause de l'insécurité. Mais je vous dis, si ce pays met en œuvre des infrastructures touristiques, évidemment, le préalable, c'est qu'on arrête l'insécurité à l'Est, parce que ces zones-là sont des zones qui sont intéressées par... Vous verrez les touristes du monde entier venir découvrir ces pays. Et l'argent du tourisme a un pouvoir multiplicateur. Parce que tout le monde va se retrouver. Les compagnies d'aviation, les transporteurs, les taximens. Même les communautés. Les communautés qui font des œuvres d'art. Tout le monde va se retrouver. Les restaurateurs, les baléois, tout le monde. Avec l'arrivée des touristes, c'est de l'argent. Ils ne repartent pas avec l'argent, ils vont investir directement, ils vont mettre cet argent dans les pays. Donc, moi, je vois la RDC au cœur de l'Afrique comme un pays solution. Et c'est le message que la RDC doit continuer à porter sur l'échiquier international. Alors, Monsieur René Ngongo, la CEAC vient de mettre en place ou de redynamiser les groupes de recherche sur l'évolution du climat au niveau de l'Afrique centrale, ce qui est carrément l'équivalent du GIEC au niveau international. Et le siège de ces groupes de travail sera en RDC et il est déjà d'office. Il sera géré ou présidé par un Congolais que vous connaissez, le professeur Chimanga. Pour vous, pensez-vous que c'est une opportunité de plus pour notre pays? D'abord, je tiens à féliciter mon ami Raph, le prof Raph, parce qu'il mérite de diriger ces groupes de chercheurs. Parce que c'est important que les recherches au Congo soient faites en association avec les chercheurs congolais. Et parce que on a besoin d'avoir d'autres chercheurs, mais du moment où nous avons une équipe de scientifiques qui sont des renommées internationales, qui publient dans les grandes revues à travers le monde, qui participent à des recherches, nous allons faire connaître. Quelqu'un nous a dit, il n'y a pas très longtemps, Baudouin Michel, pour ne pas les citer, que nous ne connaissons que 92 ou 8% seulement du potentiel dans nos forêts. Peut-être que les médicaments pour le corona, pour le sida, c'est dans ces forêts-là. Mais tant qu'on ne connaît pas ça n'aura pas l'impact escompté. Alors maintenant que nous avons l'équivalent du GIEC en Afrique, et que c'est une des rares fois que nous avons un siège africain ou de la sous-région. Regardez Comifac, CAC, c'est toujours ailleurs. Mais là, la science nous donne la possibilité de faire parler de la RDC à partir de la RDC. Donc là, j'en appelle au soutien du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre que ce soit la communauté internationale qui soutienne ces recherches. Il faudrait qu'on arrive à doubler. Maintenant qu'on commence à faire des recettes additionnelles, que ces recettes soient orientées vers les questions sociales, mais aussi vers la recherche. Parce que c'est ça qui a tué les domaines de la recherche. Il n'y a pas un budget. Les chercheurs qui évoluent, ils sont obligés d'aller commander ailleurs et ce n'est pas toujours évident d'avoir les moyens nécessaires. Donc ce serait important qu'on puisse mettre des moyens pour ce centre de recherche qui va travailler. Et je pense que j'ai parlé des tours Afrique, on en a à Yangambi, mais si on peut multiplier ce type de tours, si on peut avoir des observateurs pour regarder ce qui se passe dans nos forêts, je pense que nous pourrons aller dans les négociations avec les vraies données. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons nous avons
155 millions d'hectares, les gens vous disent, mais c'est pas possible, c'est un chiffre que vous citez depuis 15 ans, donc vos forêts n'ont pas bougé. Il faut qu'il y ait des observateurs pour venir avec des données réelles. À ce moment-là, dans les négociations, nous irons avec des données fixes et on sera à meilleure position pour négocier. Alors, peut-être ma dernière question, il y a quelques années passées, on ne voyait pas les secteurs privés s'impliquer dans les questions du climat, surtout dans notre pays. Mais de plus en plus, on voit par exemple la FEC qui fait quand même un pas vers cette question. Je voudrais quand même savoir, parce que vous êtes dans le milieu, qu'est-ce qui a changé? Non, c'était une erreur d'ignorer les secteurs privés. Parce que s'il y a pollution, qui pollue? Ce sont les entreprises. Vous pouvez avoir des normes, vous pouvez avoir tous les... Mais il faut que ceux qui sont censés mettre en œuvre les normes soient convaincus. Et c'est comme ça que le secteur privé s'implique davantage parce qu'il y a des contraintes au niveau international. Je prends par exemple le secteur forestier. Pour exporter dans plusieurs pays, on vous exige la certification. J'en parle parce que je suis le premier à avoir amené la certification FSC au Congo. Lorsqu'en 2002, je rentre et je contacte les entreprises, beaucoup m'ont fait paroter pour dire c'est quelque chose de l'Europe, ça ne va pas nous arriver. Mais 6 ans après, tout le monde voulait aller à la certification parce que c'était une des conditions. Donc, le secteur privé est conscient qu'il faut respecter les normes environnementales. Et c'est comme ça que de plus en plus, ils s'impliquent pour que, non seulement en respectant la norme nationale, je vous dis que nous avons une des meilleures lois dans la sous-région sur le plan environnemental, il suffit de l'appliquer. Et pour l'appliquer, qui va l'appliquer? Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la société civile, c'est le secteur privé qui exploite, qui doit mettre en place. Et aujourd'hui, nous avons l'ACE, l'Agence congolaise pour l'environnement, qui joue son rôle de gendarme. Je dis toujours, c'est notre OCC environnemental. Et à ce moment-là, les entreprises sont dans l'obligation d'aller, d'avoir la bonne information pour éviter de payer des amendes plus tard. Et c'est une très bonne chose de voir les secteurs privés s'impliquer dans les énergies renouvelables, dans la mise en œuvre des normes environnementales. Et à ce moment-là, ils seront compétitifs sur le plan international. C'est une très bonne chose. Alors, René Ngongo, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Pensez-vous qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée? On n'a pas parlé de la véritable COP qui va commencer. Ah oui, voilà. C'était annoncé justement. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui pour la RDC de participer activement à cette COP en Égypte? Je pense que la RDC ne va pas jouer cavalier seul, même si pour le moment nous venons avec notre message RDC pays solution, mais nous devons faire bloc avec les autres pays africains. Et je pense que c'est un travail qui a déjà commencé ici, mais qui doit se poursuivre. Donc, je souhaite vraiment plein succès à la pré-COP parce que nous avons l'avantage d'être co-organisateurs même de la COP. Donc, nous pouvons faire entendre la voix de l'Afrique. Nous avons l'avantage que cette COP se passe en terre africaine. Donc, à ce moment-là, nous allons faire plus entendre la voix de l'Afrique. Et cette voix, vraiment, je pense qu'elle est portée en grande partie par la République démocratique du Congo, qui vient avec des solutions. Donc, notre campagne Pays Solutions, c'est maintenant l'occasion d'aller renforcer parce que déjà à la COP26, nous avons montré la voie et maintenant il faudrait aller. Et je souhaite que cette fois, nos scientifiques, parce que généralement, qui participent à ces COP, on ne sait pas comment des personnes ont les accréditations, mais à la fin, nous avons des figurants. Hein, ceux qui ont de la matière, ceux qui doivent négocier, généralement n'ont pas de prise en charge, ne participent pas à ces réunions. Donc le gouvernement met un paquet cette fois pour que nos scientifiques puissent participer à ces discussions parce que c'est des négociations avec des données. Et pas mieux que les scientifiques pour accompagner nos politiciens dans ce genre de négociations. Est-ce que vous pensez que la population a un rôle à jouer dans tout ça? Oui, la population a un rôle. Vous avez vu à la veille de la pré-COP, il y a eu des marches. Hein, et ça, c'est bon. La population doit jouer son rôle. Au Conseil économique et social africain, l'ICESA, on a mené une étude pour mettre en évidence la compréhension des citoyens africains sur les changements climatiques.
Vous savez qu'il y a un dicton chez nous, tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Ouais. Nous parlons au nom de cette population qui subit déjà les effets du changement climatique. Exact. Donc il faut absolument l'associer. C'est comme ça que nous espérons que les organisations qui représentent ces populations locales et autochtones vont aller porter la voix des citoyens de la RDC. Parce que de l'autre côté, les équipes arrivent en bloc soudé. Vous avez les gouvernements, vous avez la société civile, les secteurs privés et même des représentants des communautés locales, des scientifiques. Ils parlent au nom du pays. Mais généralement, chez nous, quelqu'un nous l'a dit au Maroc, nous venons à pied détaché. Chaque groupe est autonome. On n'a pas, mais cette fois, je souhaite vraiment que le pays puisse bien préparer cette pré-COP, qu'à 3 semaines de la COP, qu'il y ait des rencontres entre différentes parties pour nous harmoniser et que nous puissions aller en bloc compact pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Voilà, avez-vous un message pour cette équipe qui vous a pris aujourd'hui, donc Environews et tout son plateau? J'espère que vous serez à Chamachek en Égypte pour continuer le même travail que vous faites, parce que nous parlons de communautés, mais il n'y a pas mieux que vous pour faire passer ces messages. Ce n'est pas un message qui doit rester dans les salons IP à Kinshasa ou dans les milieux des scientifiques, mais c'est un message pour les communautés, parce que les communautés doivent savoir qu'est-ce qui se passe, quel comportement agir, parce que si demain nous voulons avoir des gestes éco-citoyens, des citoyens engagés sur les questions environnementales, on a besoin du travail que vous êtes en train de faire, et je vous félicite, mais aussi tous les héros dans l'ombre qui font un travail qui est suivi. Hein? Ce n'est pas pour vous vanter, parce que je suis votre invité, mais Environews prend de l'ampleur et parmi les médias qui informent suffisamment bien sur ces questions de changement climatique. Bravo et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur René Ngongo. Ça a été un plaisir de vous recevoir et aussi un honneur parce que recevoir un pionnier, vous savez que vous êtes quand même, vous êtes des modèles que nous, les jeunes, nous suivons. Hein? Nous sommes très contents de voir que le message est relayé par les jeunes. Voilà. Parce que la roue tourne, hein? Nous devons laisser la place à des jeunes et ils sont nombreux comme vous à pouvoir continuer et vous êtes un bon modèle pour les jeunes qui veulent faire ce métier de journaliste. Merci beaucoup. Donc ça a été un plaisir comme je le disais et j'espère que soit à Chamachek, j'aurai l'occasion de vous recevoir encore pour faire les points sur les avancées sur les négociations, mais sinon ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Tout pareil pour moi. C'est par ici que nous mettons un point à cette édition. Nous vous fixons rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.